Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va parler des marchés financiers, de leur fonctionnement et expliquer à quoi ils servent. Comme d'habitude, on va commencer par les définir. Donc ce sont tout simplement des lieux d'échange où l'on peut échanger, c'est-à-dire acheter ou vendre des produits financiers comme des actions, des obligations, des devises ou autres. À mon sens, ils ont un but principal et c'est ce but qui fait leur importance. Ça va être de faire circuler l'argent entre ceux qui en ont besoin et ceux qui en ont trop. Et du coup, les deux parties ont à y gagner. Ceux qui ont besoin d'argent peuvent mener à bien leur projet et ceux qui en ont trop peuvent l'investir et avoir des retours sur leurs investissements. Du coup, c'est à ça que servent les marchés financiers, faciliter les échanges et les sécuriser. Bien sûr, ils ont aussi un tas d'autres fonctions comme la protection contre les taux de change entre les devises, par exemple. Il y a plusieurs types de marchés financiers, le plus connu étant le marché des actions, mais on a aussi le marché des obligations, des produits dérivés, le forex où l'on achète différentes paires de devises comme l'euro-dollar, les matières premières où l'on peut acheter donc de l'or, de l'argent ou encore du pétrole, en anglais on l'appelle le commodities market, et enfin on a le marché des crypto-monnaies sur lequel on peut acheter le fameux Bitcoin. Avant d'expliquer comment fonctionnent ces marchés, je vais commencer par parler des conditions qui doivent être réunies pour que les marchés soient efficients, et c'est très important. Pour qu'ils soient efficients, les prix des produits échangés sur ce marché doivent refléter leur valeur. La différence entre le prix et la valeur est très simple. Le prix, c'est tout simplement l'argent que l'on paie pour un bien ou un service, et sa valeur, par contre, est l'utilité que ce bien ou service a pour nous. Le prix est arbitraire et la valeur est fondamentale. Un exemple très simple est celui de la PS5. Dans un marché efficient, sans rupture de stock et donc dans lequel l'offre soutient la demande, la Play 5 s'achète 500 € et on va donc partir du postulat que la valeur fondamentale de la PS5 est 500 €, même si techniquement elle varie d'individu en individu. Par contre, on a vu ce qui s'est passé en novembre, il y a eu d'énormes ruptures de stock et la demande était bien supérieure à l'offre. Il y a donc des gens qui ont pu vendre des PS5 jusqu'à double, voire le triple de la valeur de 500 € de base. Donc, pour en venir au marché, un marché efficient, c'est un marché sur lequel les prix des produits sont égaux à leur valeur. Contrairement à la valeur de la Play 5 qui varie d'une personne à une autre, la valeur fondamentale d'un actif financier est censée être la même pour tous étant donné qu'il existe donc des méthodes de calcul pour ces valeurs. Pour ceux que ça intéresse, on fera donc une vidéo présentant ces différentes méthodes. Pour que les prix soient égaux aux valeurs des produits, il faut que les informations sur ces produits soient accessibles à tous et donc il faut qu'une certaine transparence des connaissances. Ensuite, il faut que les produits soient liquides, c'est-à-dire faciles à transformer en cash. Moins un produit est liquide, plus son prix baissera. Si personne ne veut acheter de Play 5 à 1000 €, il faudra baisser le prix pour trouver un prix qui satisfera un acheteur. Maintenant, concernant les types de marchés financiers, on a plusieurs façons de diviser les types de marchés financiers. On peut les diviser par les produits qui vendent, genre les actions, les obligations, les produits dérivés. Alors pour le marché des actions, ce sont des marchés comme leur nom l'indique, sur lesquels on peut acheter des actions. Alors pour faire très rapidement, une action c'est un titre de copropriété d'une entreprise. Alors il y a deux types de marchés actions, il y a le marché primaire et le marché secondaire. Les marchés primaires, ce sont les marchés sur lesquels les instruments sont vendus pour la première fois, c'est-à-dire où ils sont créés. On les appelle aussi les marchés du neuf. Quand une entreprise cotée en bourse décide d'augmenter son capital, elle va émettre des actions sur ces marchés. Les vendeuses d'actions sont donc les entreprises elles-mêmes qu'on appelle aussi les émetteurs ou émettrices. Ce sont sur ces marchés que les entreprises entrent en bourse ou font leur IPO, c'est-à-dire leur Initial Public Offering en anglais. Les marchés secondaires pour les marchés des actions, ce sont les marchés sur lesquels on peut échanger des actions. Donc en général, ce sont des investisseurs qui échangent des actions avec d'autres investisseurs. Ils sont super importants parce que ce sont surtout eux qui font la liquidité des marchés et du coup qui participent à l'efficience des marchés et qui vont participer à la fluctuation des prix des actions. Ensuite, pour passer au marché des obligations, donc la plupart d'entre vous savent ce qu'est une action, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ignorent ce qu'est une obligation. Alors tout simplement, une obligation c'est un titre de dette, et donc c'est comme un emprunt à la banque, mais beaucoup plus avantageux pour les grandes entreprises, et donc il y a deux types d'émetteurs d'obligations, soit les gouvernements, soit les entreprises privées. Aussi, la majeure différence avec une action, ça va être que l'obligation a une durée de vie limitée, quand l'action, elle, a une durée de vie indéfinie, et donc la plupart des obligations paieront des intérêts, qu'on appelle des coupons. Et en gros, ce sont des paiements annuels ou semi-annuels selon un taux de coupon qui est prédéfini. Et du coup, elles sont typiquement moins risquées que des actions vu qu'elles ont un cash flow qui est prédéfini. Il y a énormément à dire sur les obligations et ne vous faites pas de fausses idées. C'est beaucoup plus compliqué que les actions. On fera une vidéo d'explication sur les obligations. Le but de cette vidéo n'est pas d'expliquer en profondeur ce qu'est une obligation. Maintenant, sur le marché des produits dérivés,
Alors les produits dérivés, ce sont des instruments financiers dont le prix va fluctuer en fonction d'un autre actif financier. Donc au début, c'est assez compliqué à comprendre, mais vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, vous comprendrez très bien ce que c'est. Alors il y a 3 principaux types de produits dérivés. Je vais les décrire simplement, mais on ne va pas rentrer dans les détails. On fera une autre vidéo pour vous expliquer dans les détails. Le premier type de contrat, c'est les futurs. Donc ça va être un contrat en 2 parties qui vont se mettre d'accord pour l'achat d'un actif dans un futur à un prix fixé. Donc par exemple, si je me mets d'accord avec une entreprise pour acheter dans 6 mois 30 kg de pommes à 30 €, c'est un futur. Le but du futur, ça va être de se protéger contre l'augmentation des prix quand on est acheteur et de se protéger contre la baisse des prix quand on est vendeur. À la date d'expiration du contrat, je suis obligé d'acheter ou de vendre le produit. Donc ça nous amène au deuxième type de contrat qui sont les options. C'est-à-dire que si je ne veux pas être obligé d'exécuter un contrat à la fin, je vais rentrer dans une option au lieu d'un futur. C'est-à-dire qu'à la fin du contrat, j'aurai le choix d'exécuter ou pas le contrat. Par exemple, si je rentre pareil dans 6 mois dans un contrat d'option à acheter 30 kg de pommes à 30 €, mais que le prix du marché c'est 30 kg de pommes à 15 €, je ne vais pas exécuter le contrat et je vais rester au prix du marché au lieu de perdre 15 € comme je l'aurais fait dans un futur. Et donc vu que c'est une option d'exercer, on va payer un premium pour compenser celui qui nous vend l'option, puisque techniquement, nous on n'a pas de moyen de perdre l'argent. Par exemple, si les prix montent, on va exercer l'option. Par contre, si les prix descendent, on va pas l'exercer. On va tout simplement acheter au marché. Et donc, tous les risques sont portés par celui qui vend l'option. C'est pour ça qu'on va lui payer ce qu'on appelle un premium. Et donc, il y a plusieurs types d'options. Il y a les puts, ce sont des options de vendre. Il y a les calls, ce sont des options d'acheter. Mais on parlera de tout ça dans une prochaine vidéo. Le troisième grand type de produits dérivés, ça va être les swaps. Donc ce sont tout simplement des produits dérivés qui échangent un actif contre un autre. L'exemple le plus courant, ça va être les swaps de taux. Donc on peut échanger un taux fixe contre un taux flottant. Un taux flottant, c'est un taux qui fluctue avec le temps. Et donc une entreprise, par exemple, qui contracte un emprunt au taux flottant, mais qui veut se protéger contre la hausse des taux, elle va rentrer dans un swap. Et pour faire encore plus simple, pour garder l'exemple des PS5 qui est des consoles, imagine que je rentre dans un swap avec mon frère et que dans 6 mois je lui échange ma PS5 contre sa Xbox One. Voilà, c'est à peu près la même chose qu'un swap. Ce sont donc les 3 principaux types de produits dérivés. Ils ont plusieurs objectifs, donc ça peut être soit de se protéger, par exemple des taux de change, ou alors on peut aussi utiliser les produits dérivés pour spéculer. C'est-à-dire si on pense que le prix du pétrole va énormément augmenter dans les mois à venir, on peut utiliser des futurs pour fixer le prix et donc se faire beaucoup d'argent. Par exemple, aujourd'hui on va dire que le prix du baril est de 70 €. Le prix du contrat futur 6 mois dit que le baril de pétrole est à 90 €. On va dire que pour une raison quelconque, par exemple là il y a un problème dans la demande du pétrole, le prix explose et on passe à 140 € le baril de pétrole. On va pouvoir acheter un baril à 90 € et le vendre directement à 140 €. Du coup, on se fait 50 € de bénéfices par baril de pétrole acheté et du coup, ça c'est de la spéculation parce qu'on n'a aucun moyen de savoir les prix futurs. Et encore une fois, les exemples que je prends sont des exemples qui sont démesurés et qui n'arriveront pratiquement jamais dans la réalité, mais c'est justement pour vous faire comprendre les principes. Ensuite, on a le marché des Forex, ou Foreign Exchange. Donc c'est un marché sur lequel s'échangent les devises. Les plus connus, ça va être l'euro-dollar, le dollar-euro. Et c'est le marché le plus liquide au monde. On a des milliers de milliards d'euros qui s'échangent chaque jour. Et il y a beaucoup de hedge funds ou d'institutions qui jouent donc sur les taux de change sur ce marché. Il y a aussi le marché des commodities, en anglais, donc ce qui veut dire des matières premières. On va pouvoir échanger de l'or, de l'argent, du pétrole ou encore d'autres actifs comme le blé ou d'autres matières premières. Et donc il marche à peu près comme le marché des actions et les matières premières sont très souvent utilisées par les produits dérivés. Pour finir, le marché des crypto-monnaies, donc on y échange des monnaies virtuelles. La plus connue c'est le Bitcoin ou encore l'Ethereum. Ces monnaies sont basées sur la technologie de la blockchain. Des millions de cryptos sont échangés chaque jour sur des plateformes en ligne donc comme Coinbase qui a fait son IPO le jour même où on enregistre la vidéo. On achète des cryptos avec des devises comme l'euro ou le dollar ou bien on peut aussi échanger les cryptos entre elles et donc ce marché est très similaire à celui du Forex. À terme, ça ne nous étonnerait pas d'ailleurs qu'ils fusionnent mais ce n'est que notre avis. Certaines de ces transactions ne sont pas sécurisées puisque le marché des crypto-monnaies donc est aussi décentralisé. On peut aussi les diviser par la maturité des produits qui s'y vendent. La maturité, c'est la date à laquelle l'exercice d'un instrument financier est dû.
Les instruments ayant une maturité de moins d'1 an se trouvent sur les money markets, ou les marchés monétaires sur lesquels on va avoir des actifs qui sont très liquides pour la plupart. Ça va être du crédit, donc de la dette, avec une maturité de moins d'1 an, donc ça peut être des T-bills ou des certificats de dépôt. Ceux qui ont une maturité de plus d'1 an se trouveront sur les capital markets, ou les marchés des capitaux. Ça va être tout ce qui est actions, dette à long terme, et tous les autres instruments qui ont une maturité de plus d'1 an. Ensuite, on a une autre typologie de marché selon à quel point les législations sont strictes. Le plus strict de tous, c'est le marché organisé. Ce sont des marchés sur lesquels les produits sont standardisés et laissent très peu de place à la personnalisation. Ils sont les plus sécurisés grâce à leur clearing house, ou chambre de compensation en français, qui est censé éliminer le risque de contrepartie, c'est-à-dire le risque que la personne de l'autre côté du contrat n'honore pas ses engagements. En gros, la chambre de compensation est l'acheteur de tous les vendeurs et le vendeur de tous les acheteurs. Les marchés libres sur lesquels on a plus de liberté sur l'échange des produits et on a plus de place pour négocier les termes des contrats. Pour l'instant, il n'y a pas de clearing house, mais il y a des discussions sur l'implémentation d'une clearing house à terme. Ensuite, on a les marchés gré à gré ou OTC pour over the counter. Ce sont des marchés beaucoup plus libres. Les investisseurs échangent entre eux et sont libres de customiser les produits selon leurs besoins. Cet aspect-là est particulièrement pratique pour les produits dérivés. Il y a beaucoup moins de régulation que sur les deux autres marchés et ont donc un risque de contrepartie beaucoup plus élevé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il y avait pas mal de détails et encore j'ai essayé d'être bref parce que pendant l'écriture de cette vidéo, j'ai essayé de vous expliquer pas mal de concepts un peu plus compliqués comme le bid-ask spread. Mais je suis parti dans tous les sens, alors j'ai décidé de laisser tomber et de vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous expliquer de manière très simple les marchés financiers. Il y a beaucoup plus de détails que ça, et par exemple pour la clearing house, il y a le margin call sur le futur. Enfin, il y a beaucoup de choses à expliquer et je ne trouve pas ça nécessaire de savoir tout ça si on n'est pas professionnel de la finance. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et comme d'habitude, si vous avez des conseils, laissez-les dans les commentaires et bisous bisous.